Bonjour, nous avons maintenant la chance de discuter avec Isabelle Guiano, qui est chercheuse au CNRS, au laboratoire de physiologie cérébrale de l'Université de Paris-Descartes. Isabelle est neurophysiologiste et elle effectue des enregistrements de cellules du cortex cérébelleux le plus souvent, et elle s'intéresse à des niveaux, on va dire, cellulaires, en utilisant des techniques qui mélangent de l'électrophysiologie, entre guillemets classique, à de l'imagerie. Pour mieux se rendre compte du type d'expérience que fait Isabelle, on a tourné une courte séquence dans le laboratoire, directement, que nous allons maintenant vous montrer, avec quelques commentaires, avant de recommencer à discuter sur les cahiers de labo d'Isabelle et ses cahiers d'analyse. Donc, on va dire que pour ce type de manip qui combine l'électrophysiologie et l'imagerie, la première chose qu'on note dans le cahier de manip, c'est les conditions d'excitation de la lumière. Et dans ce cas-là, ces conditions sont données par ce qu'on voit ici. Donc, on note la longueur d'onde, que c'est noté ici, et on note une certaine puissance qui est donnée par le laser, et on renote ça quelquefois au cours de la manip, mais en général, c'est très stable. Donc, on le fait une ou deux fois pendant chaque cellule, pas plus que ça. Donc, là, on a fini avec cet écran. Préparation vivante sur le microscope, un petit morceau de cerveau qui est vivant, et il faut le garder à une certaine température physiologique, et cette température est mesurée par une thermistance. Donc, on note toujours dans le cahier de manip, moi je l'ai fait dans le côté gauche du cahier de manip, les valeurs de ces résistances qui après est calibré en termes de température. Okay, donc ça c'est noté, par contre, chaque quelques dizaines de minutes maximum, vous voyez dans le cahier de manip, il va y avoir des annotations T égale, et c'est ce type de choses. Donc ça c'est les deux petits écrans qu'on a à gauche là. Et après, on commence à manipuler notre cellule et on va la localiser dans l'espace. Et ces coordonnées dans l'espace, sur la platine du microscope, on les note en continu aussi. Vous les voyez dans le cahier de manip X, Y et Z. Donc, c'est donné par cet écran, qui est l'écran de l'ordinateur qui contrôle les platines mécaniques et qui se déplace avec un joystick, comme ça. Donc, on note les positions dans la X et Y, et pour lesquels on va faire un enregistrement optique. Okay? Donc ça, c'est la deuxième platine. Là, on a bougé une dizaine de microns dans chaque direction. Et donc, ça sera noté dans le cahier de manip, d'une façon digitale. Et dans mon système, je n'ai pas les autres systèmes un peu plus modernes. Ça sera, mais de toute façon, c'est une bonne idée de les enregistrer dans le cahier de manip. Après, on va faire notre mesure, et ça comporte ici des systèmes, un système d'électrophysiologie et un système d'imagerie. Donc, dans le système d'électrophysiologie, on va donner une certaine stimulation à la cellule, une stimulation électrique, et les paramètres qu'on va noter dans le cahier de manip sont les paramètres qui sont donnés par ces petits panneaux ici, qui parlent en unité de temps et en unité de voltage. Okay? Donc, on note ce type de choses dans le cahier. On donne un pulse de laser de 450 nanomètres pendant 2 millisecondes. Ça, c'est noté dans le cahier de manip. Et après, donc, ça, c'est cet ordinateur-ci. Et en parallèle à ça, et de façon complètement synchronisée, la cellule va répondre avec un changement en fluorescence. Dans ce cas-là spécifique de manip qu'on discutait, c'est une stimulation laser qui fait la photolyse d'un composé, et la cellule va répondre avec une augmentation en fluorescence qui est liée à une augmentation calcique. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est une rafale d'images qui sont prises pendant que la cellule est stimulée par cette lumière. Vous voyez, la lumière vient de passer, et vous voyez qu'à fur et à mesure que le temps passe, on a une petite augmentation
En intensité de couleur, l'échelle de couleur étant telle que noir est très faible, fluorescent et rouge est fort. Okay? Donc, on aurait fait cette stimulation une fois. Et après, on attend quelques minutes, on donne note dans le cahier de manip qu'est-ce qui s'est passé en général. En l'occurrence, pour cette stimulation, on a noté qu'il y a une très faible réponse. Et on décide donc de bouger dans l'espace, la préparation, pour trouver une zone relativement proche mais différente. Et on répète dans ce cas-là la même stimulation, on est ici maintenant. Donc, dans ce cas-là, je vais jouer la rafale des images qui correspondent, et c'est celle-ci. Et si vous regardez avec attention ici, encore une fois, il va y avoir une lumière rouge, c'est le laser, et vous voyez qu'il y a eu beaucoup plus de pixels dans cette image qui ont changé de vert vers le rouge. Donc, il y a eu une augmentation de calcium. Et en effet, ce qui dit ce cahier ici, c'est « There is a much larger DF ». DF pour changement en fluorescence. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu, Isabelle, comment tu fais tes expériences, typiquement, 2 personnes vont être présentes. Oui, en général. C'est souvent. Souvent, 2 personnes. Et une fois que l'enregistrement est commencé, on va dire qu'il tourne, les 2 personnes peuvent être amenées à échanger leur rôle. Une personne s'occupe des instruments et l'autre personne prend les notes. Oui, c'est le cas. Et donc, quand tu prends, ou l'autre personne prend les notes sur le cahier de labo, d'abord, il y a une description des conditions de la préparation. À quelle heure les tranches de cerveau, puisque c'est les tranches de cerveau dont il s'agit, ont été obtenues, qui a fait la dissection, est-ce qu'il y a eu des événements marquables, enfin, ayant potentiellement une influence sur le résultat, qui ont eu lieu. Oui. Oui, en général, ça commence par l'âge et quel type d'animal on a utilisé ça. En général, chez nous, c'est rat ou souris. Âge, conditions de solution pour maintenir les tranches vivantes, épaisseur des tranches. Et ensuite, ça annonce aussi les conditions pour les solutions qu'on va utiliser pour dialyser la cellule, puisqu'il s'agit des expériences dans lesquelles des cellules individuelles sont dialysées avec des composés fluorescents et photolysables. Donc oui, tout ça est marqué tout au début de l'expérience. Donc une fois que la tranche est sous le microscope, l'enregistrement a commencé, tu notes, ou l'autre personne note, des paramètres standards associés à ces enregistrements, qui vont être suivis tout au long de l'enregistrement. Et si j'ai bien compris l'expérience que tu nous as présentée, ou dont on va discuter maintenant, il s'agit là de suivre la réponse d'un axone. C'est le calcium qu'on va faire monter par la photolyse. Et les conditions d'expérience font que tu souhaites ne pas exposer trop à la lumière le tissu pour le garder en bon état. Oui. Du coup, dans un premier temps, tu obtiens une image parcellaire de l'axone qui t'intéresse, ce qui t'amène à faire les dessins qu'on voit dans le cahier de labo, décrivant les différentes positions où les mesures ont été effectuées. C'est bien ça? Donc il s'agit à peu près de repérer A, B, C, D, les divers endroits qui vont après correspondre à des acquisitions spécifiques, où on va être amené à noter pour ces acquisitions spécifiques l'acquisition électrophysiologique, qui est le numéro d'acquisition, l'acquisition des images, les paramètres des images, et puis un commentaire sur est-ce qu'il y a eu une réponse, est-ce qu'il n'y a pas eu une réponse, etc. Pour chaque acquisition individuelle, il y a ce qu'on va appeler des métadonnées qui leur sont propres. Exact. Donc ça, c'est dans certains collègues ont des systèmes qui leur permettent de prendre cette information de façon numérique quasiment automatiquement, mais de toute façon il y a une partie du contexte expérimental que tu n'as pas d'autre solution que de retranscrire sur le cahier, comme le schéma de l'axone que tu fais. Absolument, et même si les paramètres sont gardés
sont gardés en façon digitale. Il y a plusieurs paramètres qui sont acquis dans ces expériences que de toute façon je trouve intéressant à noter sur le cahier, et puisque si ce sont des paramètres qui peuvent affecter les résultats, et ça fait que l'analyse soit beaucoup plus facile après les voir et puis réagir. Tu vas relire le cahier de manip, exact. Et tu te fais une idée juste en suivant l'évolution de ces paramètres. Est-ce que l'enregistrement a été fait dans de bonnes conditions? À ce moment-là, ça vaut vraiment la peine de penser le temps pour l'analyser en détail. Oui, et aussi il y a donc il va y avoir des variations dans l'expérience, des changements qui font en sorte qu'on prend la décision d'arrêter une expérience. Et la raison pour laquelle on arrête l'expérience, à mon avis, doit être clairement notée dans le cahier de manip, qui dit exactement on arrête l'expérience puisque le paramètre X a passé en valeur Y. Donc c'est ça. Donc, pas simplement fini. Non, ça c'est aussi. Et puis le choix de le prochain pas dans la manip de ces jours-là spécifiquement est aussi souvent noté dans le cahier. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas un contexte expérimental qu'on s'attend à rencontrer en physique où on lance l'expérience et on la laisse aller, non, on réagit. On est amené effectivement à adapter le type de stimulation et le protocole. Et donc, une fois que l'expérience est terminée, tu ne retouches plus au contenu du cahier de labo en tant que tel. Oui, à l'exception de noter avec, comme vous voyez là, avec une petite trait rouge, qui utilise les couleurs rouges en général, pour signaler que cette acquisition spécifique a été analysée. Et c'est tout. S'il y a parfois quelque chose qui semble un peu aberrant, il peut y avoir une annotation dans le cahier faite en rouge ou vert. Donc elle apparaît toujours clairement comme étant quelque chose. Oui, un cahier. Et l'analyse donc, se fait séparément, là, beaucoup plus sur un support numérique. Oui. Pour l'analyse, ça veut dire qu'on se sert de ce cahier pour s'orienter. En général, moi, de toute façon, j'ai fait l'analyse de point de vue séquentiel et j'essaie de tout analyser sans choisir ce que j'analyse. Et pour un premier pas d'analyse, c'est très presque systématique. Et après, on a un cahier d'analyse, qui s'appelle un cahier d'analyse, où les résultats de cette analyse sont gardés et on fait souvent une deuxième version d'analyse un peu plus affinée, exact. Oui. Et donc tu fais la correspondance entre le cahier d'analyse et le cahier de manip. Oui. Donc là, c'est la correspondance par les numéros, donc en général, dans ce type de manip, la façon comme je travaille, c'est générer des archives, un qui garde la partie électrophysiologie et un qui garde la partie que c'est les images, c'est de l'imagerie biphotonique. Donc l'analyse est gardée numérisée et avec un nombre d'archives qui correspond à chaque nombre d'acquisition électrophysiologie et imagerie. Donc il y a une correspondance entre les numéros qui sont les lignes de cet cahier de manip. Vous allez voir des numéros H, R10 et balayage 14 pour dire quelque chose. Et donc là, si je vais à mon cahier d'analyse, je vais retrouver une page d'analyse pour H, R10 et balayage 14. Les données et l'analyse sont stockées sur un même ordinateur, sur un même disque, ou c'est des choses qui peuvent être différentes? Les données sont acquises avec un ordinateur et le soir même, avant de partir, n'importe quelle heure il soit, ces données passent à deux endroits, à mon ordinateur d'analyse et au serveur de stockage du laboratoire. L'analyse, c'est dans l'ordinateur d'analyse et régulièrement, mais pas tous les jours, chaque mois ou chaque 2 mois, ils sont passés à l'ordinateur de stockage. Et en plus de ça, moi je suis très exagéré pour le stockage, donc je n'ai en plus de ça des disques externes où ils sont archivés, les manips et
tu vas avoir besoin de plusieurs expériences analysées pour préparer un article. 5 ans environ d'expérience, oui. Voilà, ce qui est beaucoup de travail. Si plusieurs années après, tu veux revenir sur une expérience particulière ou tu ordonnes comment ce travail pour que tu puisses, à plus ou moins long terme, retrouver un élément d'intérêt qui pourrait... C'est la chose probablement la plus difficile de toute la procédure, puisque les cahiers de manip sont, dans mon cas, je pense que la plupart des personnes fonctionnent comme ça, c'est par date. Donc on peut avoir 3 à 5 ans de données de divers projets, dans mon cas, des projets en plus mes propres cahiers de manip, mes étudiants et mes collaborateurs, ils sont étrangers aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un archive en format, c'est un archive texte, où j'ai entre chaque quelques temps, le plus souvent de mieux évidemment. Avant ça a été chaque jour, maintenant c'est chaque mois ou 2 mois ou parfois plus. Et la date de la manip, le nom de l'archive de données et une ligne de commentaire. Une description de qui me permet de retrouver cette expérience. Et ce type d'archive, je n'ai à ce moment, disons 4. Les 4 projets en cours, les projets de thèse d'un étudiant, des projets à moi, d'un collaborateur, je n'ai des archives comme ça, qui me permet en principe de retrouver les choses si je n'ai pas pris de retard. Et quand il y a un retard, ça devient très difficile, je dirais, puisqu'il faut prendre des cahiers et les parcourir pour retrouver la manip. Oui. Donc parfois, tu peux y passer beaucoup de temps. Tu peux passer beaucoup de temps. Ou parfois, c'est plus difficile cette démarche dans les cahiers d'analyse. Car les cahiers d'analyse, les dossiers, puisque ce n'est plus des cahiers, c'est des dossiers, ça, je les stocke dans les étagères par thème, exact, par thématique. Donc il y a 3 thématiques ou 4 en cours, et donc, mais il faut quand même aller parcourir tous les cahiers si on ne sait pas. Et ça mérite une meilleure organisation, c'est clair. Ouais. Donc comme toute personne de plus de, on va dire, 35 ans, tu as vécu une époque où on avait très peu d'outils numériques. En fait, on prenait pratiquement tout sur soit support papier, soit un support physique pour les données. Puis l'ordinateur arrivé a pris de plus en plus de place. Est-ce que ça a changé de façon radicale, par exemple, la façon dont tu organises ton cahier de labo? Donc, je pense que je prends peut-être un peu moins de notes, mais c'est un peu. C'est pas radical dans mon cas. C'est pas radical dans mon cas, donc j'ai commencé la thèse avec les tout premiers micro-ordinateurs qu'on programmait, etc. Donc, on avait déjà des micro-ordinateurs et les cahiers étaient assez détaillés, je pense, à cette époque. Mais si je regarde mes cahiers des dernières, disons, 5 à 10 ans, ils sont assez détaillés. Et donc, tu étais une vraie expérimentaliste. Est-ce que tu as eu un cours spécifique sur la façon de tenir un cahier de labo, ou est-ce que tu as appris ça sur le tas? Je pense qu'on n'a pas eu de cours spécifique. Je ne suis pas certain, ça fait quand même un temps, mais je pense que non. Je pense que quand on a commencé les premières expériences de ma thèse, j'ai eu évidemment avec mon directeur de thèse et des instructions, mais tu notes ça et ça, je n'ai pas de rappel de plus que ça. Tu n'as pas eu de cours formel sur... Je pense que non. Je pense que non. Ceci dit, peut-être dans les premiers stages de laboratoire, il y avait plus de direction, évidemment, non? C'est très possible, ça, les tout premiers stages de doctorat. Mais si je regarde la liste de cours qu'on a eu dans les programmes formels, disons, en doctorat, non. Je ne pense pas qu'on a eu un cours spécifique. Et tant qu'on avait des cours très techniques du point de vue instrumentation, donc carrément des cours d'ingénierie, et des cours très poussés pour ce que c'est l'acquisition de données, non, analogue, digital, etc. Mais je ne pense pas que ça touchait au cahier laboratoire, non.
Et donc, quand un nouvel étudiant vient dans le labo, J'insiste fortement. Donc, on donne les cahiers laboratoires à chaque personne qui commence un projet et je discute, etc. Je recommande aussi très fortement de faire un index de la façon comme ils veulent. Et en général, ils le font. Hein. Les étudiants jeunes qu'on a eu les dernières années font de très bons cahiers laboratoires. Et parfois, il y a des expériences au laboratoire à ce moment qui ne sont pas sur les systèmes isolés des systèmes biologiques relativement simples, mais qui sont dans des petits animaux in vivo. Les animaux sont vivants, se comportent, et ces manips deviennent de plus en plus complexes, évidemment, à gérer, l'instrumentation aussi plus complexe. Et là, les personnes qui sont en train de faire ces manips au laboratoire ont arrivé ont décidé de tout numériser. Ça veut dire que tous les paramètres numérisables sont réellement numérisés. Et eux-mêmes, au lieu de tenir un cahier de manip, ils entrent des commentaires à l'ordinateur, dans la même manip. Donc c'est tout globalisé et ils sont plus de support papier. Moi, ça me manque les cahiers, de voir les cahiers. Donc il faut entrer dans les archives d'acquisition pour voir ce qui a été fait. Oui, tout ce que tu as l'habitude de faire avec un parcours rapide sur les paramètres physiologiques. Tu n'as plus ça. Tu les fais à l'ordinateur. Il faut que tu trouves une stratégie. Oui, il faut une stratégie développée. Je pense qu'ils sont de commencer à développer ces stratégies. Mais là, clairement, les habitudes de travail que tu as acquises. Ah non, il faut les changer. Oui, il faut les changer. Oui. Ben, écoute, je pense qu'on a fait assez bien le tour de cette question. Je te remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps. Très bien. Merci.